Bienvenue dans cette exploration des sources. Aujourd'hui, on plonge dans une idée, comment dire, assez audacieuse, non? Oui, carrément surprenante même. Et si le grand saut évolutif, celui qui nous a fait passer d'hominidés à humains modernes, si ce n'était pas juste le feu ou les outils? Mais aussi des champignons. Exactement, des champignons hallucinogènes. C'est le cœur de ce qu'on appelle l'hypothèse du singe défoncé, popularisée par Terence McKenna. L'idée de base, c'est que la psilocybine, la substance active de certains champignons, elle aurait été un peu le catalyseur de notre conscience. Notre source principale aujourd'hui, c'est une vidéo YouTube qui décortique ça. Une hypothèse fascinante, mais bon, très controversée, on va le voir. Tout à fait. Notre mission, c'était le vrai du faux, regarder les arguments et voir ce que la science en dit vraiment. Allez, on y va. Alors, McKenna, dans son livre Food of the Gods, il imagine ça il y a à peu près 2 millions d'années. Mhm. L'Afrique devient plus sèche, nos ancêtres descendent des arbres, partent en savane, ils suivent les troupeaux. Et là, en cherchant des insectes dans les bouses, ils tombent sur le champignon. Le fameux Psilocybe cubensis. C'est très précis dans son hypothèse. Et à partir de là, il imagine différents effets selon la dose. Ah oui, quel genre d'effet? À faible dose, il postule une meilleure acuité visuelle. Pour détecter des contours, tout ça, un avantage pour la chasse selon lui. Il cite d'anciens travaux, ceux de Roland Fischer, D'accord. Et à dose moyenne? stimulation sexuelle. Donc avantage pour la reproduction, logique dans son scénario. Et si la dose est forte, là ça change tout? C'est l'idée, oui. Dissolution de l'ego, cohésion de groupe renforcée, l'émergence des rituels, de la religion, et même du langage, de l'art. Une sorte de clé neurologique, quoi. Carrément. Et plus récemment, il y a Paul Stamets, le mycologue, qui a remis ça sur le tapis. Il a dit que c'était une hypothèse très plausible. Oui, plausible pour expliquer le doublement rapide de la taille du cerveau humain à cette période. L'intervention de Stamets a redonné de la visibilité à l'idée, c'est sûr. Mais j'imagine que c'est là que ça se corse, scientifiquement parlant. Exactement. C'est là qu'il faut vraiment regarder les faits de près. Et d'abord, un point important. C'est une hypothèse, pas une théorie scientifique validée, hein. Ok, alors allons-y. Les faits. Le contexte d'abord. L'environnement, la chronologie. Alors oui, l'Afrique s'asséchait, mais nos ancêtres étaient déjà en partie dans des milieux ouverts bien avant 2 millions d'années. Ce n'était pas nouveau, ni le seul facteur. Mais bon, oui, ces champignons existaient sûrement. Et l'histoire de la meilleure vue. Ah, ça, les études de Fischer que McKenna cite, en fait, elles portaient sur la perception de l'espace, ces distorsions sous psychédéliques, pas sur une amélioration mesurable de la vision. Aucune étude sérieuse évaluée par le père ne montre ça. Au contraire, la psilocybine, ça altère la vision. Ah d'accord. Fischer lui-même doutait que ça puisse donner un avantage pour survivre. Bon. Et l'argument choc, la taille du cerveau qui double. Alors là, c'est plus complexe. L'augmentation du cerveau, ça s'est fait sur 3 millions d'années, pas d'un coup, et chez plein d'espèces différentes. Habilis, Erectus, Néandertal, nous. Et pas qu'en Afrique, sur plusieurs continents. Donc c'est pas lié à un seul champignon africain. C'est très peu probable. D'autres facteurs sont bien mieux documentés. La cuisson des aliments, la viande, la vie sociale plus complexe, les outils. D'ailleurs, notre cerveau a même un peu diminué depuis 20 000 ans. Ah ouais. Donc même cet argument fort du cerveau, il tient pas vraiment face aux autres explications. C'est un peu la douche froide pour l'hypothèse. C'est ça. Mais le point le plus faible, vraiment le point fondamental, c'est l'héritabilité. Comment ça se transmet? L'évolution, la sélection naturelle, ça agit sur les gènes. Oui. Les effets d'une substance, même si on en prend souvent, c'est temporaire. Ça ne change pas l'ADN on transmet à ses enfants. Penser le contraire, c'est une vision lamarckienne, l'idée que l'acquis peut devenir inné génétiquement. Et ça, en biologie de l'évolution, c'est dépassé depuis longtemps. Donc, en gros, même si nos ancêtres avaient eu des tripes incroyables, ça n'aurait pas pu s'inscrire dans nos gènes et influencer notre évolution biologique directe. Voilà. On n'a aucune preuve directe. Pas de fossiles, pas de gènes spécifiques, pas d'artefacts qui montreraient un usage très ancien, très répandu et qui aurait causé un changement biologique majeur. Les paléoanthropologues sérieux, comme John Hawkes ou Alice Aguado, ils trouvent ça spéculatif, un peu simpliste même. D'accord. Donc, l'impact sur l'évolution biologique, ça semble mal parti. Mais est-ce que ça veut dire que les champignons n'ont joué aucun rôle? McKenna parlait aussi de rituels, d'art, un impact plus culturel peut-être. Ah, ça, c'est une piste différente et beaucoup plus plausible, mais pour des périodes bien plus récentes. Là, on a des preuves. Des preuves archéologiques. Oui, on sait que des substances psychoactives ont été utilisées dans certaines cultures humaines, surtout à partir du Paléolithique supérieur. L'art rupestre, par exemple.
Vous avez peut-être vu l'image du chaman champignon en Algérie, ça date d'environ 7000 ans. Ça suggère fortement un lien avec des états modifiés de conscience. Le chamanisme, ce genre de choses, hein. Exactement. Le chamanisme partout dans le monde est souvent lié à l'utilisation de plantes ou de champignons. C'était des outils sacrés, hein, pour les rituels, pour souder le groupe, pour les guérisons, pour contacter les esprits, transmettre les mythes. D'accord. Amanda Fielding, une chercheuse, note d'ailleurs que les motifs un peu psychédéliques, on les retrouve souvent dans l'art ancien. Mais attention, hein, Oui, faut pas idéaliser. Toutes ces substances ne sont pas anodines, certaines, comme le datura par exemple, sont très dangereuses. bien sûr. Donc, si on résume, l'idée un peu romanesque du champignon qui nous aurait rendus humains biologiquement, ça tient pas vraiment la route scientifiquement. Non, les preuves manquent cruellement. Ça reste une histoire séduisante. Mais une histoire. Mais ce qui est intéressant, finalement, c'est peut-être la question que ça soulève sur notre culture, sur la façon dont on a interprété le monde. Tout à fait. L'hypothèse de McKenna comme explication biologique, elle est fragile, mais elle pointe vers quelque chose de fascinant. Comment notre cerveau, notre chimie interne interagit avec notre environnement pour créer la culture, la spiritualité, l'art. Les psychédéliques n'ont peut-être pas causé notre évolution, mais ils ont très bien pu aider à façonner certaines de nos cultures. Il faut donc bien séparer le récit, qui est accrocheur, des preuves scientifiques qui sont quasi inexistantes pour l'aspect évolutif direct. L'histoire de notre évolution est bien plus ben, compliquée et multifactorielle. Exactement. Et peut-être une dernière petite chose à méditer. Oui, Même si on écarte l'impact direct sur la taille du cerveau ou les gènes, est-ce que ces substances qui modifient quand même la pensée, la perception, est-ce qu'elles n'ont pas pu jouer un rôle plus subtil, plus diffus dans l'émergence de certains types de pensées symboliques ou de structures sociales, bien avant les preuves archéologiques qu'on a? C'est une influence difficile à prouver, c'est sûr, mais peut-être pas totalement inexistante. Ça laisse songeur sur la fabrique de nos cultures humaines.